Alors, les vedettes du fonds patrimonial. Là, je vous ai préparé un petit florilège. Bon, pour commencer, les manuscrits. Donc, avec notre star que tout le monde s'arrache, le livre des coutumes. Donc, le livre des coutumes que vous trouverez numérisé sur, vous aurez les références à la fin. Il a été numérisé correctement en 2008. L'État a lancé une campagne de numérisation des ouvrages, des manuscrits les plus importants, médiévaux les plus importants d'Aquitaine. Et donc, le livre des coutumes, bien sûr, a passé le test haut la main. Donc, on l'a numérisé à Bordeaux, on a dû le transbahuter à la station de numérisation. Alors, le livre des coutumes, c'est fin XIIIe siècle. Donc, c'est celui qui, vous le savez, c'est ce qui établit toute la vie civile et pénale de la ville. Livre des coutumes sur lesquels tous les personnages, rois y compris, lorsqu'ils allaient à Gênes, en apposant la main dessus, juraient de respecter les coutumes de la ville dans laquelle ils étaient invités. Donc, de très belles illustrations qu'on nous demande souvent, notamment pour des colloques, des publications, des études sur le costume, sur l'iconographie, qui est assez atypique. Là, c'est par exemple le départ pour l'Ost. Ensuite, bon, des images spectaculaires avec les évangélistes et une illustration une iconographie très, très intéressante qui a été étudiée notamment par les Américains, Frank Eckhurst, aux États-Unis, s'y est penché dessus depuis pendant 20 ans. Et on a établi que ça venait d'un atelier du Sud-Ouest, mais on n'a pas encore établi de quel endroit. Donc, vous voyez des choses très, très fines. Hein, ce sont des lettrines qui sont minuscules, format timbre-poste, et une iconographie très intéressante. Ça, c'est une image qu'on nous demande souvent, c'est la punition de l'adultère. Tout à fait. Donc, les coupables étaient promenés tout nus en ville au son des trompettes pour l'édification du bon peuple. Et bon, ça, c'est une image assez atypique, ce qui fait qu'elle a beaucoup de succès chez les chercheurs, les universitaires et dans les publications. Donc, elle apparaît dans beaucoup d'ouvrages. Voilà. Donc, des personnages sur les costumes de l'époque. Voilà. De la dorure à la feuille. Des dessins qui sont quand même restés très frais. Et un petit bestiaire sur la fin de la coutume, on change peut-être, l'atelier change d'artiste probablement, puisque vers la fin apparaît un petit bestiaire. Vous voyez perché là-haut, vous avez un héron, un oiseau, en bas une espèce de bestiole. Et ce sont des illustrations qui sont minuscules. C'est vraiment, si vous allez sur le site où c'est numérisé, vous pourrez zoomer au maximum sur les images. Vous avez des choses qui font 2-3 mm. Ça a dû être peint au pinceau à 3 poils, je ne sais pas. Mais il fallait de bons yeux. En tout cas, une très très riche iconographie. Plus la valeur du texte juridique. Ensuite, voilà. Donc là, vous allez le trouver sur un site qui s'appelle manuscrit-médiévaux.fr. Donc vous avez soit la notice du manuscrit et ensuite vous avez une partie intéressante sur justement le droit à la société, le droit et la coutume, et vous avez numérisé entièrement l'ouvrage. Vous pourrez regarder page par page, c'est très très beau. Alors, deuxième vedette qui a eu aussi les honneurs de la numérisation, c'est un manuscrit de Bernard Guy. Alors, Bernard Guy, dominicain, celui-ci date de 1305, inquisiteur. Voilà, inquisiteur, on l'aperçoit dans le nom de la rose, Umberto Eco, où il fait le grand méchant. Alors, il a été évêque aussi. Il a écrit pas mal d'ouvrages, notamment donc, le manuel de l'inquisiteur. Il était il était inquisiteur, mais assez, on va dire, il menait des enquêtes très, très approfondies, assez rigoureuses, on va dire. Il punissait aussi rigoureusement, je pense. Et celui-ci provient du couvent des Jacobins d'Auvillard. Donc, vous voyez, alors la subtilité, c'est que, vous voyez, il est manuscrit, donc autographe de la main de Bernard Guy. Beaucoup d'annotations marginales, souvent, hein, c'est
la place était précieuse et puis on rajoutait des jurisprudences, etc. Et là, vous voyez, c'est la première page de titre et vous constatez que sur le côté, la page de garde, ben, on réemploie du vieux manuscrit. Donc là, souvent, c'était des partitions musicales et ça fait la joie des musicologues puisque ils font le tour des bibliothèques de France et de Navarre pour justement débusquer dans souvent c'est mal conservé, souvent débusquer justement dans les défaits de reliure, comme on dit, des traces de partitions musicales, etc. Moi, j'en ai eu un, monsieur Goudessène, qui est venu il y a quelques années et qui faisait le tour. Il était ravi de découvrir ce genre de choses, puisqu'ensuite, on reconstitue, on donne à rejouer. C'est ça aussi l'intérêt des fonds patrimoniaux. On trouve pas forcément ce qu'on cherchait, mais on trouve d'autres choses. C'est un peu la chasse au trésor. Bernard Guy. Alors, ça, c'est ma préférée. Une petite Bible de 1312. C'est un petit format sur parchemin, très fin, un vélin, je pense. Alors, là, les pages ont diminué, mais vous avez une très grande initiale en dessous du titre, là. Et toute la longueur figure la création. Dans les 7 jours de la création, donc vous avez des tout petits médaillons. Alors, ils n'apparaissent pas. Et de haut en bas, vous avez la création, la lumière, la séparation des eaux et des mers, et tout à fait en bas, la création de l'homme, Adam, etc. Donc, ce sont des illustrations qui sont extrêmement fouillées. Vous pouvez avoir des choses toutes simples à l'encre bleue ou rouge filigranée, des choses très détaillées sur fond de feuilles d'or, des couleurs très variées. Voilà. Vous voyez, donc vous avez en haut de la grande initiale, donc Dieu, qui prépare la création. L'autre initiale, et ce sont des initiales qui sont minuscules, hein, elles font l'angle de mon pouce. Et c'est d'une finesse et avec des couleurs très très fraîches et incroyables. Des animaux, un petit tiers. Voilà. Donc ça, c'est une... Et actuellement, pour l'anecdote, une personne qui était venue de Toulouse pour étudier le bréviaire de la cathédrale Saint-Étienne m'a dit, tiens, j'ai une collègue qui s'occupe justement de l'iconographie de ce type de Bible et elle cherche tous à les rattacher pour savoir si ça provient d'un atelier local du Grand Sud-Ouest ou si c'est d'une autre provenance. Pour les manuscrits, on n'a pas toujours d'occasion d'éléments pour identifier, donc tout fait feu de... Tout sert, que ce soit la graphie, que ce soit les encres, la composition des pigments, etc. Bon, pas les papiers puisque c'est du parchemin, mais là, tout ce qui peut servir est utilisé pour dater ou identifier éventuellement un copiste. Mais ça, c'est beaucoup plus compliqué. Notre petit dernier, le feuillet du bréviaire de Saint-Étienne d'Agen. Alors, un très grand feuillet, hein, il fait 49, presque 50 cm sur 38, parce que c'était un très grand bréviaire. Enfin, ceux qui ont visité l'expo Agen médiévale au Jacobin ont pu voir le morceau le volume qui était venu de la Bibliothèque nationale qu'on nous a prêté. Donc, en 4 volumes à l'origine, qui étaient posés sur un gigantesque lutrin au cœur de la cathédrale Saint-Étienne. Hein, donc, il était en permanence et il a servi pour toutes les liturgies pendant 5 siècles. Donc, c'est pas celui, on ne le rangeait pas, on ne le ressortait pas. Il a servi à tout puisqu'il comprenait toute la liturgie du début à la fin de l'année. Là, vous voyez, donc ce manuscrit, il a été commandé. Il a été conçu entre 1297 et 1313. On a réussi à affiner quand même la période. Donc, commandé par Bertrand de Goth, le neveu du pape Clément V. Il a échappé à aux guerres de religion. Bon, il a été un peu remonté après. Il a échappé à la Révolution. Il a été conservé chez Boudon de Saint-Amand, qui conservait des tas de choses. Et malheureusement, il a survécu, mais il a été démembré par ses héritiers à la fin du 19e siècle. C'est bête, il a échappé à tout. Voilà. Donc, il a été démembré comme ça se faisait beaucoup fin 19e, les jolies images, les beaux feuillets.
Les pages de liturgie, bon, avec du texte, bof. Donc, il s'est retrouvé aux quatre coins de la planète. Il y en a une partie à Londres, une grosse partie à Londres, une grosse partie à Paris, à la Bibliothèque nationale, une partie à Baltimore, aux États-Unis, et quelques feuillets se baladent en vente. Donc, celui-ci fait partie d'un ensemble qui avait été vendu en 96 à Londres et donc racheté, repéré en 2019 par un collègue de la Bibliothèque nationale et racheté donc, en 2019 au libraire ancien qui se trouvait près de Boston, là-bas. Donc, rapatriement, restauration. Là, il est rentré de restauration entre deux confinements. Voilà. Donc, il a été étudié sous toutes les coutures, passé au scanner, au tout nouveau scanner du CNRS, qui en a profité pour se faire un petit peu la main sur les pigments. On a étudié tout ça. Ça a donné lieu à quelque chose de très, très intéressant. Et on s'est aperçu qu'en fait, le copiste qui s'appelle Amigotus est le même copiste que celui des coutumes d'Agen. Même graphie, même palette, même écriture. Donc, c'est vraiment intéressant de voir que finalement, donc, il y avait vraiment un atelier très, très local, quoi. L'iconographie est extrêmement riche. Donc là, on voit c'est la feuille du mois d'août, 28 août, je crois, là, qui est consacrée à Saint-Augustin. Donc, on voit l'évêque Saint-Augustin en train de prêcher. Ça, c'est le recto. Donc, une partie chantée, qui a beaucoup intéressé aussi nos musicologues, donc M. Goudesen qui m'a dit c'est intéressant parce que cette partie chantée, il y a un corpus que j'ignorais à l'époque, on apprend toujours en patrimonial. Les musicologues ont un corpus de liturgie, c'est comme les cantiques que vous chantez, bon, à la messe, bon, ben, à un moment ça change, on change de répertoire, ou ça reste toujours. Il me dit, celui-là, c'est une variante qu'il ne connaissait pas forcément. Donc, c'est quelque chose d'un peu moins commun, et ça l'intéressait plutôt pas mal. Donc, ce qui fait que, bon, on ne se contente pas aussi de garder des choses, on essaye ça sert aussi à des universitaires et à des recherches croisées. Beaucoup se communiquent, tiens, j'ai croisé cet ouvrage, et donc on reçoit plus tard des demandes de collègues d'autres universités, y compris à l'étranger. J'ai appris que vous aviez... C'est intéressant aussi. Voilà, donc ça c'est l'autre partie, le dos du feuillet. Donc on a un félin sur un très beau carmin, dans des feuillages, et puis le détail de notre Saint-Augustin. Donc sur feuille d'or. Voilà, il a été un petit peu frotté, mais bon, dans l'ensemble, à l'atelier de restauration, ils m'ont dit qu'il était en plutôt bon état par rapport à sa vie trépidante et à ses voyages. Hormis les traces d'usure, hein, ce type d'ouvrage était, donc quand c'était ouvert, donc il y avait la cire qui tombait dessus, des traces d'encre, des choses comme ça. C'est toujours un peu... Mais vous voyez, il y a quand même un détail de décoration, des lettres filigranées, des choses qu'on détaille dans les marges. Bon, le nôtre est assez basique. Bon, il a été un peu massicoté en haut, mais vous avez des feuillages et d'autres parties ont des animaux, donc tout ce qui est contribué à agrémenter un petit peu l'ouvrage. Et comme c'était quand même commandé par un évêque, il y a eu on a mis beaucoup de soins pour l'illustration. C'était quand même pas n'importe qui. Alors, pour changer de siècle, une curiosité. Alors, les armes de Colbert, c'est un agenda de la marine. Donc, de 1684. Ça vient de la bibliothèque de Colbert et en fait, c'est l'état de la flotte royale pour cette année-là. Donc, tous les ans, on faisait la liste des bateaux. Donc, vous voyez, là, c'est aux armes de Colbert, la couleuvre, sur une reliure toute bête, un parchemin, hein, donc quelque chose d'utilitaire. Et donc, vous avez ce genre de choses. De l'agenda de la marine. Alors, la liste générale des vaisseaux du roi, le nombre total des vaisseaux, construction, la liste des officiers. Donc, vous allez retrouver tous les capitaines, les commandants, les maréchaux, enfin, les amiraux. Donc, vous allez retrouver toutes les grandes familles de France, puisque chaque c'était commandé par des grands noms. Voilà, liste générale des vaisseaux du roi au 1er janvier 1684. Donc, vous aviez le Soleil Royal, dont les maquettistes ont dû souvent voir passer la maquette.
le Soleil Royal. Après, il y a les galères, la Réal, etc. Voilà. Voilà. C'est quelque chose d'intéressant à feuilleter. Bon, après, vous avez un très grand dépliant aussi. Vous avez l'ensemble général et avec les capitaines, les commandants, le nombre des gens d'équipage, le ravitaillement, l'équipement, le nombre de canons. C'est très, très, très détaillé. Voilà. Un dernier, dans les manuscrits notamment. Alors ça, c'est un Virgile, c'est une acquisition en 1970 par Madame Esquirol, je pense. Bon, il date du XVIe siècle, hein, mais la particularité, c'est qu'il vient de la bibliothèque de Jules César Scaliger. Donc, vous voyez, Virgile, les bucoliques. Donc, c'est un volume qui comprend les bucoliques, les géorgiques et l'Énéide. Donc, il doit y avoir ça a appartenu à la bibliothèque de Scaliger. Donc, une très jolie graphie, des initiales assez curieuses. Bon, avec doré, des couleurs bleues, dorées. Et donc, ça, ce qui est intéressant, ça a été autrefois de la bibliothèque de Jules César Scaliger. À présent, fait partie de la bibliothèque de Pierre Anglade, voilà, qu'il a acheté à Agen en 18 avril. C'est ça qui est intéressant aussi, parce que vous avez sur les pages de garde les traces des propriétaires successifs. Des fois, c'est émouvant. Donc, des fois, il y a des essais d'écriture, des fois, il y a des commentaires, des petits dessins. Mais là, bon, c'est intéressant. Parce que bon, là, je sais qu'on en a dans la bibliothèque de Scaliger, mais il faut encore qu'on les répertorie. Ça a dû être fait à une époque, mais on a perdu les listes. D'où l'intérêt en fonds patrimoniaux de garder tout ce que vous trouvez, les fiches, les catalogues, les liasses, etc., les listes, parce que ça peut toujours servir à un moment pour établir une provenance. C'est très compliqué quelquefois. On me demande, mais d'où viennent ces ouvrages? Je ne sais pas. Les livres circulent. On se les prête, c'est précieux, donc on se les offre, bon, on les emprunte, on ne les rend pas, c'est un peu compliqué, c'est comme les gens. C'est comme la vie des gens, quoi. Ils ont une vie aussi, les livres. Ils circulent, ils voyagent, ils font leur vie.